on s'aperçoit qu'avec l'IA générative, là, depuis mars 2022 et l'apparition de Midjourney notamment, je veux dire au grand public, voilà, on a franchi cette étape un peu particulière où il y a une démocratisation de l'utilisation de ces outils-là. Et voilà, tout le monde s'amuse avec, mais les enjeux restent les mêmes. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, épisode spécial IA comme on en a pris l'habitude récemment. On continue un peu d'explorer tout ce qui se fait sur l'IA, notamment générative dans les médias, et Dieu sait qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il se passe des nouveautés. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gérald Olubowicz. Gérald, bonjour. Bonjour. Gérald, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, c'est l'occasion un peu de mettre en avant un peu ton travail. Tu es consultant en innovation pour les médias, spécialiste de médias dits synthétiques. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va l'expliquer évidemment. Et tu fais de la veille sur un site nommé Synth Media. Tu es toi-même podcasteur avec un podcast appelé Imaginaire sur l'impact de l'IA. Est-ce que j'ai bien résumé ton activité? Parce que tu fais vraiment beaucoup de choses en l'occurrence. On a déjà eu le plaisir de collaborer ensemble. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Tout était juste? Non, c'est ça. Synth Media, c'est une newsletter qui paraît maintenant 2 fois par mois. Et effectivement, il y a ce podcast là, Imaginaire, qui vient de sortir depuis septembre, et on en est au 4e épisode déjà. Et voilà. Ça va vite. Plutôt bien. Et je mettrai évidemment les liens de tout ce dont on parle dans les notes de l'épisode. Donc si vous voulez faire une pause dans ce podcast pour aller d'abord découvrir le travail de Gérald et revenir écouter, n'hésitez pas, vous trouverez ça dans les notes de l'épisode. Alors on va parler peut-être tout de suite de Synth Media. Et ce que je disais un peu en introduction, qu'est-ce qu'on appelle un média synthétique? Alors, les médias synthétiques, en gros, c'est une forme de classification des médias qui sont réalisés avec l'aide de l'intelligence artificielle pour éviter de ressasser ce terme un peu ambigu, compliqué, parfois pas trop compliqué et pas trop évident à comprendre. On en a inventé un autre encore plus compliqué. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire en fait que l'ensemble des contenus qui sont réalisés à l'aide d'une IA générative ou de deepfake se forment l'ensemble des médias synthétiques. D'accord, donc c'est voilà, des médias fabriqués par l'IA. Par l'IA, ouais. voilà. Comme on a pu le voir sur Mediarama, tu dois connaître Cuisine Génération ou Tech Génération, qui sont des purs médias synthétiques. Alors, ce qui est évidemment aussi intéressant, c'est ceux qui ne sont pas purs synthétiques. Et on va parler un petit peu de tout ça. Pour revenir un petit peu en arrière aussi sur ton background, fin 2017, tu as commencé à documenter l'évolution de la technologie des deepfakes. Alors, c'était peut-être moins prégnant à l'époque, puisqu'évidemment, on est là en fin d'année 2023. Ça fait 1 an quasiment qu'est sorti l'IA générative avec ChatGPT notamment, qui a un peu tout changé et mis ça sur le devant de la scène. Est-ce que tu te distingues, toi, sur l'IA générative, les deepfakes? Pour toi, c'est une continuité? Comment tu classifies ça? Oui, alors c'est-à-dire que fin 2017, effectivement, il n'y avait pas grand monde qui parlait de tout ça. Et puis, en fait, on découle un petit peu des mêmes technologies. Les deepfakes, c'était plutôt ce qu'on appelle les Generative Adversarial Network. Et là, on est plutôt dans une autre technologie qui est un peu les modèles de diffusion pour générer de l'image en tout cas, et puis les large language models pour ce qui est du texte. Évidemment, c'est issu en fait de la recherche récente sur l'intelligence artificielle et sur la création de contenu, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a donc une base technologique un peu commune qu'on appelle le machine learning, mais derrière c'est toute une culture, une manière de créer des contenus qui s'inscrit toujours dans la même continuité avec évidemment de la manipulation, des greffes de visage numériques d'un corps sur un autre, ou alors des mélanges un peu particuliers.
Bref, on s'aperçoit qu'avec l'IA générative, là, depuis mars 2022 et l'apparition de Midjourney notamment, je veux dire au grand public, voilà, on a franchi cette étape un peu particulière où il y a une démocratisation de l'utilisation de ces outils-là. Et voilà, tout le monde s'amuse avec, mais les enjeux restent les mêmes. Oui, c'est la différence effectivement, c'est l'accès, la facilité avec le faire et donc un volume qui n'a plus rien à voir. Avant, vraiment, les Oui, c'est deepfakes, ça ça. servait peut-être, il fallait des compétences, donc il fallait vraiment qu'il y ait un intérêt, des enjeux derrière. Maintenant, en un clic, on peut faire ça sur un camarade de classe, un collègue ou quoi que ce soit. C'est vraiment le volume et Voilà. l'accès qui ont changé. Oui, ouais, effectivement. Et puis les deepfakes, au départ, bon, et voilà, comme tu l'as dit, il fallait avoir quand même un bagage technologique important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une grosse production de deepfakes. En fait, la production majeure de deepfakes, elle n'était pas sur le point de divertissement. Elle était davantage sur la partie pornographique. Il y avait beaucoup de deepfakes pornographiques qui ont été diffusés à une époque. Ça représentait à peu près 90% de la masse totale des deepfakes qui existaient. Et c'est d'ailleurs une tendance qui a continué à se propager. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de contenus d'IA génératifs sont en fait des contenus pornographiques. On a même malheureusement aussi des contenus de pédopornographie synthétique, donc des faux enfants exploités. Bon, voilà, c'est du glauque pas possible. Ouais. Mais en réalité, voilà, ça participe de cette génération-là, enfin de cette capacité à produire des contenus un peu étranges et de façon ex nihilo. Très clair. L'IA dans les rédactions, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça, parce que tu as notamment écrit un guide que j'invite tout pareil, je mettrai le lien, à destination des rédactions de médias, donc appelé l'IA dans les rédactions. Est-ce que tu peux évoquer un peu le point de départ de ce livre ? Oui, alors en fait, ça partait d'un constat. Donc il y a eu on a commencé en fait à voir arriver ces outils d'IA génératifs, et puis la presse a fait quelques tests, et puis on a vu fleurir ici ou là deux, trois chartes qui en fait tentaient d'encadrer, grosso modo, c'était des chartes principalement issues de médias anglo-saxons qui tentaient d'encadrer en fait l'usage en fait de l'IA générative au sein des rédactions par les journalistes. Et je trouvais que pour lire par ailleurs beaucoup de documents, d'écrits, de textes, de recherches sur l'éthique de l'intelligence artificielle et poursuivre des acteurs un peu clés, dont des figures comme Timmy Guibrou, qui était la chef éthiciste de Google, qui s'est fait virer à l'époque suite à la publication d'un papier qui plaisait pas trop à Google. Il y avait un certain nombre de dimensions que je trouvais ne pas être reflétées dans ces chartes, et notamment des questionnements qui semblaient pour moi échapper un peu à la perception des rédacteurs de ces chartes. Et bon, comme j'ai à la fois un point de vue de journaliste, donc de point de vue éditorial, et un point de vue, on va dire, de chef de produit également dans la presse, il y avait un certain nombre de choses de sujets sur la discrimination, sur les biais, mais aussi sur en fait la dépendance aux outils technologiques qu'on employait, qui me paraissait être important d'évoquer. Donc j'ai classé un peu ça en trois grands pôles, c'est-à-dire d'abord je m'occupe un peu des considérations éthiques qu'on a à avoir avec notre public, notre audience, les lecteurs, hein, parce que c'est quand même eux qui sont les principaux concernés par cet usage de l'IA. Ensuite, les journalistes qui sont au cœur de la rédaction, qui vont manipuler ces objets et qui vont y être confrontés directement. Et enfin, sans les mettre en dernier, mais sur le même pied d'égalité, toutes les équipes support, marketing, produits, etc., qui eux aussi peuvent fournir des outils à base d'IA à la rédaction, ou qui peuvent utiliser l'IA pour pousser en fait soit du contenu ou promouvoir le contenu, l'information, le journalisme qui est produit dans les rédactions. Donc voilà, c'était un peu l'idée de retravailler tout ça et de proposer en fait une espèce de guide de réflexion à destination des rédactions, mais il y en a eu beaucoup d'autres,
Ouais, mais Cool, le fait qu'on puisse faire ça, quoi. celui-ci était bien en l'occurrence, et puis ça pose bien le débat. Est-ce que j'imagine que là, de par tout ce que tu fais, etc., tu dois avoir quand même passé pas mal de cas d'usage. Est-ce que tu as des exemples comme ça de cas d'usage pertinents pour se lancer avec l'IA pour une rédaction? Parce que souvent, c'est un peu la question, bon, il y a quelques idées, toujours des champions de l'IA ou des curieux, des geeks, etc. Est-ce qu'il y a quelques cas d'usage simples à mettre en place dans des rédactions pour utiliser l'IA générative et qui ont du sens en tout cas? Alors, il y a eu, en tout cas, il y en a eu un qui a défrayé la chronique, c'était la réécriture des papiers, des correspondants de presse, en presse locale. Moi, j'avais testé l'idée, en formation auprès de journalistes de presse locale et tous étaient, à vrai dire, assez convaincus de l'utilisation de l'IA générative pour écrire donc ces articles qui prennent un temps assez important en termes de comment dirais-je, de rédaction à corriger. Pour une valeur ajoutée assez faible. On parle de quoi? Du bâtonnage un peu de dépêche ou on parle de Alors, il quel y a la type de partie contenu? bâtonnage, non, mais vraiment les correspondants de presse, tu sais, Ouais, les correspondants, les réseaux de c'est des correspondants. journalistes, enfin, c'est même pas des journalistes, malheureusement, ils n'ont pas la carte de presse en tout cas, mais c'est des gens qui sont assez essentiels pour tisser un maillage local dans la presse Oui, qui vont locale. Malheureusement, remonter bon, des voilà, informations d'un quartier, des c'est tournois, ça, des d'un petit résultats village. sportifs, élections, etc. Toutes les petites news locales. C'est ça. Mais ils sont pas, voilà, ils sont pas formés forcément à l'écriture. C'est des gens qui sont parfois retraités ou qui ont un style un peu empoulé. Enfin bref, ça tombe pas exactement exactement dans le critère, le standard de création de rédaction des journaux. Donc ça, évidemment, ça. Quand on reçoit le texte, bah, faut les réécrire pour que ça rentre un peu plus dans les codes et les normes du journal. Et ça prend énormément de temps. Et donc tous les jours, il faut le faire. Et donc c'est très, très problématique. Donc ça, c'est un des exemples les plus, voilà, qui a été poussé notamment par Ebra, qui a subi un peu une forme de tempête, Un petit bad buzz. un retour de bâton, voilà, un petit bad buzz, puis qui finalement le repropose et le reproposera certainement. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure. Oui, Après, il y a, c'est le premier en fait qui le fait, qui se fait un peu taper dessus. Mais toi, ce que tu ouais, dis clairement, c'est que ça a du sens. Les journalistes comprennent le sens que ça a, etc. Et que bah, c'est ça. c'est intelligent C'est d'utiliser. une valeur ajoutée en fait. Là, on dégage réellement du temps sur une tâche qui est effectivement pas forcément hyper valorisante et qui, voilà, qui aide à vendre un peu de papier, mais qui n'est pas voilà, hyper essentiel pour la qualité du journal. Après, je pense qu'il y a un vrai. Tu parlais du bâtonnage là, mais là pour le coup, c'est des questions. On est moins dans le pratique entre guillemets, encore que, mais c'est de la réorganisation en fait de la rédaction. Là, ça va susciter, je pense, beaucoup de choses parce que effectivement, si l'IA permet de faire du bâtonnage extrêmement facilement, et en fait, on a testé des choses, par exemple avec alors, il y a la partie bâtonnage, on reçoit la dépêche AFP, on a entraîné un modèle ou alors on a configuré ChatGPT pour écrire dans le style d'un journaliste ou du journal. On fait tourner la moulinette, entre guillemets, et à la fin, on a une dépêche réécrite dans le style du journal. Est-ce que ça a vraiment encore du sens d'automatiser cette production-là au moment où en fait on parle d'infobésité, de trop de contenu, etc. Ça peut poser question et donc on peut se poser la question de la pertinence en fait de ce type de contenu-là, tu vois. Alors, tu Euh, parles là, c'est pas la pertinence d'utiliser l'IA pour faire ça. Toi, tu parles même de la pertinence de ce type de contenu tout court. voilà, oui, mais tu vois, en fait, le fait d'utiliser, de se poser la question, est-ce que je dois utiliser cette l'IA pour faire ça, bah en fait soulève la question de la pertinence du contenu. À quoi je vais utiliser l'IA? Parce que c'est quand même, tu vois, un outil un peu compliqué parfois à mettre en place, ou alors ça pourrait être éventuellement coûteux. Donc en fait, bah, il faut savoir à quoi on va s'en servir. Et bah, là, pour le coup, bah, on peut se poser la question. En revanche, il y a un truc qu'on a testé avec, pareil, avec une rédaction locale qui était assez intéressant. C'était les alertes, toujours pareil en local, tu sais, les alertes du SDIS, Les des alertes services qu'on envoie aux de secours. abonnés, les notifications. Non, non, alors là, c'est les services de secours type pompiers, gendarmerie, etc., qui ont des canaux WhatsApp auxquels les journalistes sont abonnés pour recevoir soit des communiqués de presse, soit tu vois,
Oui, en général, c'est des communiqués de presse ou des alertes à faire passer dans la presse, quoi. Tu vois, c'est le service communication qui va, voilà. Et en fait, en général, comme c'est des annonces d'intérêt public, enfin d'intérêt général, ils font pareil, ils font une petite réécriture pour le passer dans le journal. Et il y en a quand même pas mal en local. Et donc, on a testé ça, la réécriture de ces annonces-là par ChatGPT. Bah, ça nous fait des brèves très, très propres, hein, très, très agréables à lire aussi. Donc voilà, c'est pareil, ça fait partie un peu d'activités en moins à faire pour se concentrer sur autre chose, plus intéressant. Très, très, ouais, ouais, mais c'est effectivement des bons usages et des choses qui sont simples à mettre en place techniquement. Juste pour Voilà, oui. là, on Ça. parle il y a pas besoin de rentrer dans un énorme projet informatique ou investir beaucoup d'argent. C'est des choses qui sont très quasiment sur étagère. On branche l'API, on prend le bout et c'est parti. Oui, oui, c'est ça, complètement. Puis tu vois, enfin, tout ce qui est à base de communiqué de presse, c'est-à-dire là où on a en fait, des structures facilement identifiables, voilà, le destinataire, l'envoyeur, le titre, enfin voilà, on a un certain nombre de choses qu'on peut identifier dans le communiqué de presse. On peut automatiser son traitement, soit sa réécriture, soit une forme de réécriture en note de synthèse pour pouvoir ensuite passer ça à un journaliste qui va le traiter. Faire des résumés, ce genre de choses, ça c'est extrêmement pratique et ça permet d'avancer plus rapidement, quoi, de traiter une information plus facilement. Et sur ce type de projet que tu vois commencer à se mettre en place, est-ce qu'il y a des garde-fous justement à mettre en place? Comment est-ce que on s'assure que ça ne dérape pas? Oui, bah alors déjà le premier truc, c'est qu'il faut toujours on ait quand même une main éditoriale dessus, hein, une main humaine. Ça c'est le premier point, c'est-à-dire que l'IA doit pas être substitutive d'une activité rédactionnelle au sens euh, où en fait elle va retirer de la valeur, mais elle doit ajouter de la valeur. Donc grosso modo, si le journaliste peut faire sans, bah, autant le faire sans, quoi. Il n'y a pas de raison de Ouais. s'embarrasser, parce que des fois c'est un peu compliqué, il faut passer trop de temps sur ce genre de choses. En revanche, si ça peut aider à aller un tout petit peu plus vite sur certaines tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, là c'est très très bien. Si en revanche ça vient taper dans des compétences très fortes du journaliste, à mon avis, là ça devient plus difficile. Et puis après, il y a tout, en termes de garde-fous, c'est les garde-fous, on va dire, classiques qui sont liés à l'IA, c'est-à-dire la question de faire attention aux biais que l'IA peut générer, c'est-à-dire des biais de représentation de genre, des biais ratios, des biais d'éléments de langage, des propositions particulières en termes de factualité, on va dire, Hmm. sur des articles, des choses comme ça, quoi. Voilà, donc il faut faire attention. Il faut faire attention, ça arrive. Et donc, il faut former aussi les gens, Et au-delà voilà. de savoir faire des prompts sur justement tout ce qu'il y a autour, être averti et avoir un sens critique quelque part sur ce qui sort, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a des biais, on s'en rend pas forcément compte, mais ils sont bel et bien présents. Est-ce que tu pourrais partager des recommandations à mettre en place au sein d'une organisation qui veut se lancer? Je sais pas si tu as en lister 2, 3 recommandations un peu fortes que tu donnerais à une rédaction? Bah, déjà, se doter d'un cadre au sein de la rédaction pour voilà, un cadre éthique, quoi, une charte pour savoir exactement ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. En fait, je me rends compte que euh, il y a beaucoup de rédactions qui y réfléchissent, mais sans avoir finalement formalisé la chose au Mmh. sens strict du terme. C'est un peu dans l'air. Ça dépend aussi de certains journalistes. Enfin, il n'y a pas réellement de comité de rédaction qui soit formé autour de cette question-là. Je voyais un sondage là ce matin qui indiquait que précisément cette question-là, même si elle était prise avec sérieux, au final, il y avait quand même la moitié des personnes qui étaient interrogées dans le sondage qui avouaient ne pas trop se questionner sur ce sujet. Donc là, à mon avis, je pense que ne serait-ce que, tu vois, pour que les journalistes arrêtent de se poser des questions, de savoir, bah, en fait, est-ce que je peux utiliser une image générée par Midjourney et la publier sans problème? Quels sont les droits d'auteur qui sont affiliés à ces contenus-là? Est-ce que, en fait, ça pose un problème ou pas? Si je réécris mon article, est-ce que je suis encore l'auteur de l'article? Enfin, tu vois, c'est des questions très concrètes, mais Ouais. euh,
qui font qu'à la fin, ils touchent ou pas des droits d'auteur, si jamais, enfin dans leur tête en tout cas, c'est ça. Ou si, en termes de responsabilité, qui a la responsabilité, tu vois, d'une erreur factuelle dans un article, quoi. Ouais. Normalement, quand même avoir pensé ça un peu en amont. Voilà, donc il faut que ça soit négocié au sein des rédactions. Donc ça, c'est déjà le minimum. Après, j'ai envie de dire qu'il faut bien définir le cas d'usage pour lequel on veut utiliser l'IA. C'est pas forcément toujours très évident. On peut, tu vois, au Parisien, ils travaillent plutôt l'aspect marketing. Enfin, le Parisien, les Échos, ils travaillent plutôt l'axe marketing pour aller chercher, optimiser en fait de l'acquisition d'abonnés et de retravailler un petit peu tout ça. Il y en a qui vont peut-être aller chercher de nouveaux formats ou alors peut-être imaginer des produits éditoriaux complets, des propositions un peu novatrices avec l'IA générative. On a tout un tas de choses qui peuvent être faites, mais il faut vraiment se poser la question de ce qu'on veut faire et puis surtout d'où on part. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de journaux qui ont des dettes techniques assez importantes, c'est-à-dire un bagage. Voilà, les logiciels ne sont pas mis à jour, il y a des trucs qui déconnent sur le back-office ou même en front sur le site web ou sur les applications. Il faut d'abord régler ça et puis il faut avoir des données propres aussi, des données très propres pour pouvoir travailler avec tout ça. Donc voilà, je pense qu'il y a ces questionnements autour de pourquoi je l'utilise, d'où je pars et quel type de données je possède pour pouvoir les brancher entre guillemets sur une IA, c'est aussi important. C'est pas mal, un peu de préparation. Quoi. On a envie de tester, mais voilà, poser un cadre, avoir un comité, une charte, et bien être précis dans le cas qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, que ça parte pas dans tous les sens. Tu as parlé beaucoup aussi de... Vas-y, pardon. Ouais, non, et puis juste un dernier point. Ouais, surtout penser à son audience, en fait. Surtout penser à son lecteur. Qu'est-ce que va être la réaction du lecteur? Est-ce qu'ils vont apprécier? Est-ce qu'ils vont pas apprécier? Quelle va être, voilà. Ça peut être aussi mal vécu. Ça peut être un sujet de braquage de la part des lecteurs. Clairement, je voulais un peu l'évoquer plus tard, mais il y a un article du Nieman Lab qu'on s'est partagé en interne chez Cosa Vostra qui illustre ça et qui c'est assez rigolo, qui explique que les lecteurs et lectrices des médias en fait apprécient lorsque les informations générées par l'IA sont labellisées comme telles, donc que le média le met en avant, que c'est ou en tout cas l'affiche que c'est généré par l'IA, mais le gros paradoxe qu'il y a derrière, c'est qu'ils ont aussi tendance à moins croire, à moins faire confiance à ces médias-là. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, le côté, en fait, est-ce qu'on y va pas? Il faut quand même le mesurer, que ça a un impact, c'est pas neutre de publier des contenus entièrement générés par l'IA. Non, et en fait, je pense qu'il y a aussi une habitude qu'on a donnée aux lecteurs qui est, à mon avis, qui est révélée par l'arrivée de l'intelligence artificielle et qui montre à quel point, en fait, on a peut-être fait un peu fausse route. C'est-à-dire que, grosso modo, en fait, aujourd'hui, quand on lit un article, on voit souvent que c'est écrit par, et on donne le nom du journaliste. Ou c'est un texte de, et on donne le nom du journaliste. Et on a donc l'impression que, en fait, l'écriture du texte est fondamentalement importante. Quand en réalité, il me semble que le travail du journaliste, c'est d'abord de collecter l'information, de trouver de l'information, de la vérifier, de la croiser, de la préparer, de la mettre en forme, et ensuite d'en rédiger en fait une mise à disposition, mais un peu en second temps, quoi. Dans les années, on se rappelle des reporters, tu sais, dans les années 20, 30, 40, 50, là, ils allaient sur un truc, ils prenaient vite des notes et puis ils se jetaient dans la cabine téléphonique, ils appelaient pour les retranscrire, exactement. Voilà, ils dictaient le truc. Et tu avais les éditeurs, les SR qui étaient derrière, qui rééditaient le truc. Puis en fait, c'était publié, c'était pas le journaliste qui avait écrit le papier, c'était le SR, mais c'était quand même publié au nom du journaliste parce que c'était lui qui avait sorti l'info. Là, j'ai l'impression on retombe dans ce truc-là, quoi. Que c'est maintenant, on revient vers. Exactement. Et j'aime bien justement un peu distinguer les deux. En fait, faut vraiment distinguer le premier niveau de l'automatisation, avoir des contenus générés, et le côté
augmentation. C'est ça, comment on augmente le journaliste, comment on lui facilite la tâche pour qu'il se concentre, tu l'as dit, sur la vérification de sources, de faits, sur l'investigation, et ça reste son papier, ça reste son enquête, même si c'est pas lui qui l'a entièrement rédigé, qui s'est fait assister par une IA. Donc c'est vrai qu'il y aura ce côté, c'est pas toujours si simple, ce sera pas blanc ou noir. En tout cas, il y aura un peu de nuance, et je trouve ça pas mal quelque part qu'on puisse se faire aider par une IA en tant que journaliste pour aller plus vite et être plutôt là où il y a de la valeur ajoutée. C'est ça. Et si, du coup, sur les papiers, on retrouve plus texte de, mais information récoltée par et vérifiée par, en fait, on remet, tu vois, l'accent sur le vrai rôle du journaliste. Et Ouais. puis la rédaction, bah, en fait, ça devient un truc. Bon, ok, c'est cool. C'est du Pas très- oui, c'est une commodité presque à la rédaction. Et c'est ça. Ça va être intéressant, ça, effectivement, à discuter tout ça dans les rédactions. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'image, si tu veux, Gérald. Ouais. C'est un de tes sujets de prédilection. Alors, on a compris que t'en as beaucoup, mais ça, c'en est un, parce que tu as Ça, été c'est aussi le sujet de cœur. photojournaliste. Ouais, ton sujet de cœur, tu as été aussi photojournaliste. Comment la production justement d'images génératives, tu as parlé de Midjourney, il y en a d'autres, comment elle est envisagée au sein des rédactions? C'est quoi un peu toi ton ressenti? Parce que là on a parlé beaucoup de textes, beaucoup des journalistes effectivement, mais l'image c'est quand même un sujet aussi central qui est arrivé en même temps que, que, que le texte quelque part. C'est quoi le retour des rédactions que tu as aujourd'hui? Alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a quand même, pour le coup, une très très grande méfiance là sur la partie image, mais pas que. Hein, d'ailleurs, c'est sur la partie des médias qui font appel au sens, à nos sensations, tu vois. Donc l'image et le son. Voilà, c'est ces deux médias là qui sont un peu perturbants, y compris la vidéo d'ailleurs. Mais sur la photo, typiquement, c'est clairement pas accepté. Il y a des gros garde-fous en fait qui sont, voire même des positions assez fortes contre Voire des levées l'IA de bouclier. générative. Voilà, c'est ça. Donc, et ça s'explique hein, parce qu'en fait, on a été effectivement bercé par cette idée que la photo, le photojournalisme était en fait le témoignage d'une forme d'authenticité, de témoignage du réel. Et en fait, oui, il y a des gros débats. Et puis on commence à voir un certain nombre de sujets qui sortent dans le monde du photojournalisme. On a un photographe, Michael G. Brown, qui a fait un sujet qui s'appelle 90 Miles, qui grosso modo retrace le périple des Cubains après l'arrivée de Castro au pouvoir dans les années, alors je sais plus, c'était 50-60, mais enfin voilà, Ouais. juste après. Et donc en fait, eux, il y avait un certain nombre de Cubains qui n'étaient pas d'accord avec le régime et qui sont partis, quoi, qui ont fui, qui ont pris des bateaux, qui ont traversé donc les 90 000 nautiques qui séparent le Cuba de la Floride. Et donc, en fait, ce récit-là a été reproduit par ce photographe à l'aide d'IA générative, donc d'images générées par IA, sur la base des témoignages réels des survivants, enfin des personnes qui ont vécu et ça. ça, c'est pas quelque chose qui aurait pu être fait, c'est du passé. En tout cas, lui, il pouvait pas le faire. Ça aurait pu être fait, mais lui, il pouvait pas le faire. Pas été fait. Ouais. C'est ça. Et donc, en fait, là, ça pose quand même vachement la question de savoir quel est le statut de cette image-là. Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce que c'est une illustration? Est-ce que c'est comme un dessin de presse ou une bande dessinée d'information? Ou est-ce que ça reprend pareil, le statut des reportages du Petit Illustré qui étaient dessinés par des envoyés spéciaux et dont on savait bien qu'en fait, ça représentait le plus fidèlement possible ce qui s'était probablement passé, Ouais. mais qui n'était pas une photo parce que les gens n'étaient pas là, quoi. Mais à l'époque, ça choquait personne hein, d'avoir ce genre de choses. Exactement. Et donc, quel a été l'accueil, pardon, de ces illustrations? Alors en fait, pour le moment, en fait, on est plutôt dans l'expectative. Il y a eu des publications, bien évidemment, de ces photos, mais c'est clairement présenté comme une expérimentation. Donc c'est encore, je pense, ok. Après, on a vu des couves un peu qui sont passées. On a eu la une du JDD avec Michel Houellebecq. Bon là, c'était drôle parce que Michel Houellebecq qui court dans un champ de lavande, ça pouvait pas prêter à
à confusion, d'autant que c'était marqué au milieu, en gros, en travers de la page, que c'était des images de l'intelligence artificielle. Plus récemment, on a quand même 2 sujets qui ont été un peu plus compliqués. On a eu la une de Libé, qui a montré une image générée par IA qui a provoqué un gros débat, y compris, je pense, en interne. Et puis, on a la couve du Monde, là, du dernier numéro hors série du Monde avec Glénat, qui reprend une image synthétique d'un viking, qui fait tout faux, là, pour le coup, parce qu'apparemment, Glénat n'était pas au courant, alors que, bon, en plus, Glénat, c'est une maison d'édition qui fait de la bande dessinée, donc ils avaient les moyens de fournir un dessinateur pour faire ce viking. Ouais. Voilà. Bon, ça n'a pas été fait, et puis en plus, ça véhicule un peu des clichés qui sont scientifiquement faux et historiquement, pareil, pas corrects sur les Vikings. Donc, pour un journal comme Le Monde, ça fait un peu tâche, quoi. Donc voilà. Je pense que ce genre d'initiative, c'est pas bien reçu, quoi, c'est sûr. Ça ne participe pas à aider. Non, mais c'est ça. Voilà, et là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'on a vraiment les deux exemples extrêmes. Un qui va faire du photoréalisme, mais d'un fait passé où clairement, tu peux pas dire on aurait pu payer quelqu'un pour le faire. Enfin, après, ça aurait pu être des illustrations. Et là, le Viking, effectivement, où pour le coup, alors que c'est sur Glénat, effectivement, le Viking a 6 doigts, ça véhicule des clichés qui sont pas historiquement justes. Et là c'est le fail. Donc la frontière, elle est pas toujours simple. Hein. J'imagine Non. que... Mais je pense qu'il doit y avoir aussi, c'est pareil, encore une fois, on revient sur la charte, quoi, sur l'encadrement, sur la logique de comment on utilise ça. Est-ce que dans une infographie, c'est OK ou pas OK? Est-ce qu'on doit signaler une image qui est prise, qui existe dans une photo qui est prise par un photographe? Tu vois, est-ce que c'est forcément de la désinformation ou est-ce que c'est de la critique ou du commentaire politique? C'est des statuts aussi narratifs, en fait. La photo, ça raconte quelque chose et typiquement la une de Libé, pour moi, c'est pas tellement un problème parce que ce qui était montré, c'était un manifestant qui tenait une pancarte de bébé qui sortait des décombres d'une ruine. Bon, bah pour moi, ça, c'était typiquement une forme de critique politique. Enfin, ça aurait été une bannière, un truc No More War ou un truc comme ça. On l'aurait compris aussi. Ouais. Et ça semble se reproduire de plus en plus sur certaines manifestations. Donc le sujet même de la photo, il est en train de changer aussi. Il y a un statut dont on n'a pas l'habitude, on n'a pas encore pris les codes, mais ça va se discuter. Ça va se généraliser en tout cas, pour toi. Ça va forcément se généraliser dans le sens où en fait, les outils sont là disponibles. Alors malheureusement, on n'a pas été consulté pour savoir si oui ou non il fallait les sortir. Je le déplore, mais en l'occurrence, maintenant, c'est là. Donc voilà, il y a forcément des gens qui vont s'en emparer, ça c'est certain. Ouais, et comment justement tirer un peu son épingle du jeu? Je cite cette stat qui souvent un peu fait peur, mais donc qui est d'Europol, qui dit qu'en 2026, 90% des contenus sur Internet seront générés par l'IA. Ce qui est quand même assez énorme. 9 contenus sur 10 qu'on pourra voir, lire, consommer seront générés par l'IA. Comment un média peut tirer son épingle du jeu? Est-ce qu'il va y avoir des certifications d'images, de contenu, avec cette difficulté, quand on l'a dit, quand c'est du mixte? T'as une idée de comment les médias peuvent tirer leur épingle du jeu? Alors sur la prolifération des contenus, oui, il y a déjà il y a le Content Authenticity Initiative là, qui a été mis en place par Adobe et par tout un tas de partenaires, qui est une forme de consortium qui a en fait débouché sur un dispositif technique, genre un espèce de tag en fait qui est inscrit sur une image. Et par exemple, il y a Leica qui a sorti un appareil photo, là, le M11, qui permet en fait de taguer ses photos comme ça. Bon, c'est 11 000 € pour avoir le Leica qui tague les photos, c'est un peu cher, mais ouais, ça fait moins cher la certification. Mais c'est ça, voilà. Donc, mais bon, c'est censé se générer et se généraliser. Ils ont mis un petit outil à disposition aussi pour le faire. À mon avis, le problème des médias, il est pas vraiment là. Il est plutôt sur la transformation des moteurs de recherche et notamment de Google. Qui va probablement en fait de plus en plus travailler son offre de moteur de recherche à travers des résultats fournis à travers une IA générative, chatbot, les fameux SGE, où les résultats sont des résultats mis en forme par une IA générative, donc qui nécessitera plus forcément d'aller sur des sites pour vérifier tout ça, quoi.
les fameux SGE, qui Exactement. risquent d'être pour les médias un énorme problème, puisque ça veut dire qu'une baisse du trafic en provenance du search, un grand changement de paradigme à venir. Là, pour le coup, je pense que c'est vraiment ça le vrai problème. Hein, parce que autant le contenu, bon voilà, il y a déjà beaucoup de, entre guillemets, de compétition dehors. Hein. On a à la fois du TikTok, du Insta et tous les réseaux où il y a des créateurs de contenu qui font des super trucs par ailleurs. Les générations les plus jeunes sont plus accoutumées à ces contenus-là qu'au format un peu parfois dépassé que la presse peut bien présenter. Mais là, en plus, il y a ces SGE qui entrent en ligne de compte. Et là, c'est vraiment littéralement toute la capacité à attirer du trafic vers soi qui va être particulièrement disruptée. Donc, tout un modèle économique, une façon aussi de proposer du contenu qu'il va falloir complètement repenser de A à Z. Et là, je ne crois pas qu'on soit prêt, d'ailleurs, même qu'on y réfléchisse dans les rédactions pour le moment. En fait. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau des rédactions qu'il faut penser ça, c'est peut-être plutôt au niveau de la direction, enfin, en tout cas, et c'est un peu l'autre sujet, mais voilà, c'est des médias qui doivent être des marques, qui doivent être très fortes, qui doivent être sur tous les canaux et imaginer des produits et une offre tellement différenciante qu'ils deviennent des sites de destination et puissent se passer à terme du search. Ce qui est ça, un énorme sujet aujourd'hui, effectivement, mais voilà, qui dépasse un petit peu là ce que je voulais voir avec toi sur l'IA générative, mais tu as raison de se soulever, c'est probablement l'un des principaux enjeux. On a vu les textes, on a vu les images. Est-ce qu'il y a d'autres outils que toi, tu as testés sur lesquels tu paries, peut-être, je sais pas, vidéo, des mix, peu importe. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on ne soupçonne pas encore l'avènement ou qui t'ont vraiment bluffé et sur lequel tu dis ça va être, dans les médias, ça va être une tuerie? Il y a deux choses. Il y a le son et l'image et la vidéo. Ouais. Le son, on a vu cet été Agen qui est sorti, qui est donc un service de doublage mêlé à une forme de doublage vidéo et son, mêlé à un service de traduction. Et là, c'est extrêmement impressionnant parce qu'effectivement, on peut faire parler Brad Pitt en français avec la voix de Brad Pitt, on peut faire témoigner n'importe qui finalement. Ça, c'est fou ça. J'ai pu, pour la petite anecdote, j'ai filmé un épisode justement avec Harry Coutts et on s'est amusé dessus à changer ma voix, à faire la voix de synthèse. Et donc j'ai une vidéo de moi qui parle japonais avec ma voix. C'est juste hallucinant. C'est le nombre de gens qui j'ai envoyé ça en leur disant que j'ai pris des cours de japonais et qui croyaient en disant mais t'es hyper doué pour le japonais. C'est assez fou. Donc c'est vrai que ça c'est bluffant. Alors, il y a quand même les journalistes il y a Casey Newton et j'ai oublié le nom de l'autre, là, mais dans Hard Fork, qui est le podcast sur la tech américain, là, qui ont testé le truc et apparemment, ils ont reçu des messages disant que leur version à eux de la traduction allemande qu'ils avaient fait racontait à peu près n'importe quoi. Ouais. Moi, j'ai testé le truc en italien, ça fonctionne bien. Donc voilà, a priori, voilà, il doit y avoir peut-être des langages. Il va y avoir des améliorations, mais on atteint quand même un niveau de réalisme du jamais vu. Qui est assez ouf, quoi. Ouais. Et puis le deuxième, c'est la vidéo, la mise en animation d'images fixes, mais qui, du coup, ça produit de la vidéo. Et là, il y a un logiciel qui est sorti il y a 2 jours, 3 jours, un truc comme ça, qui s'appelle Pika.art et il faut vous rendre sur le site de ce truc-là. Je suis sur les listes d'attente, mais j'ai toujours rien reçu. Tu as pu le tester, toi? Non, j'ai pas pu le tester non plus. Je suis toujours en liste d'attente aussi, mais je pense qu'il doit y avoir une liste d'attente de. Ça doit être, parce que ça a effectivement buzzé, mais voilà. La promesse, c'est vrai que c'est folle. Et si on se place la promesse, c'est dingue. Ouais, à la place d'un média, demain, tu te dis, voilà, comme on en parle en plus, on sait qu'en termes de publicité, la monétisation de la vidéo, c'est quand même ce qui tire aujourd'hui la pub. Demain, voilà, tu n'auras pas un article sans vidéo et en 2-3 clics, 2-3 photos, boum, tu génères une vidéo. Ça, c'est des choses qui pourraient arriver en production dans les quelques semaines, quelques mois. Ça va aussi assez révolutionner. Alors après, c'est pareil, si on a un volume d'un coup de vidéo, est-ce que ça tirera les CPM vers le bas? Je sais pas. T'as vu des initiatives en dehors de Pika sur les vidéos ou c'est vraiment le premier là qui te semble vraiment très prometteur? Non, mais dans l'info, après, c'est toujours le même problème que la photo. Hein, c'est-à-dire que c'est
c'est la recherche d'authenticité, de réalité, de réalisme et de vérité en fait qui prime dans l'information. Donc c'est peut-être un peu plus difficile. Je pense que sur des sujets un peu plus documentaires, ça passera beaucoup plus facilement. Après, il y a des Ouais. expérimentations, tu vois, typiquement Le Monde qui avait fait sa voix du général de Gaulle, là, qui avait repris Ah oui, je me général de souviens Gaulle, l'appel effectivement. du 18 juin, Très intéressant aussi. euh, qui était, qui était très bien, qui était super bien foutu, avec une utilisation, un mélange entre la voix de François Morel et puis une espèce de reconstitution synthétique de la voix de Gaulle. Voilà, je pense qu'il y a des choses. En fait, quand ça dépendra de l'histoire qu'on veut raconter, typiquement sur l'histoire de Gaulle, c'était un document qui n'existait pas, on essaye de le refabriquer, on essaie de lui donner une existence, voilà, mais on indique bien que ça existe. Mais typiquement, tu vois, il y a cette histoire tu sais, de la photo de celui qu'on appelle Tankman, mais qui était l'étudiant chinois qui avait bloqué la colonne de chars sur la place Tiananmen en 89. Ouais. Bah, typiquement, en fait, là, il y a une photo qui a circulé pendant un petit moment en mode selfie, donc de lui devant un char. Bah, typiquement, cette photo-là, qui est une photo synthétique et qui était fausse, elle est sortie en première place de Google pendant quelques jours. Et Google l'a retirée en catastrophe pour éviter d'autres scandales. Donc on voit bien qu'en fait, la prolifération de contenus qui sont photoréalistes et dont le label n'est pas clair peut mener à ce genre de catastrophe un peu cognitive où en fait on envoie de la fausse info sur les réseaux sans le vouloir, quoi. Ouais, et ça Donc va être quand même faut faire gaffe. ouais, ça va être quand même des gros enjeux. Et d'ailleurs, peut-être sur l'évolution, il y a un papier du New York Times sorti aujourd'hui. Alors là, on est le 6 décembre en l'occurrence, qui parle du temps long de la législation face justement à cet temps accéléré de l'évolution de l'IA, hein, qui, tu l'as dit, tous les jours, toutes les semaines, ça change. Est-ce que tu penses il peut y avoir un rattrapage, une espèce de catch-up législatif? Ça me paraît compliqué, non? Mais c'est là pourtant qui va être l'enjeu, non? Alors, ben, je sais pas. Alors, bon, j'ai fait un petit peu de droit, donc quand je lis ces choses-là, je suis un peu plus euh, dubitatif. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, on part pas de zéro. C'est-à-dire qu'il y a déjà un cadre législatif qui existe. Tu vois, la protection de la vie privée, article 9 du Code civil, la protection du droit à l'image, la protection du droit d'auteur, ce genre de choses, ça existe. Donc, euh, et par ailleurs, en France, en Europe, on a une conception, par exemple, du droit de la propriété intellectuelle un peu différente de celui aux États-Unis. Donc déjà, on est protégé. Il y a un certain nombre de choses sur le plagiat et tout ça qui peuvent être invoquées. Aux États-Unis, on voit qu'il y a eu un certain nombre d'actions en justice qui ont été déboutées. Donc les plaignants n'ont pas réussi à faire valoir leurs droits. Donc c'est principalement des artistes qui essayent de démontrer qu'il y a eu une forme de plagiat en fait, ou que les modèles de langage en fait se sont inspirés de leur contenu pour réaliser des résultats. Et là, clairement, on voit que c'est un problème de il n'y a pas le texte qui va bien dans le dispositif législatif pour arriver à la conclusion fondée en droit, quoi. Ouais. Euh, Typiquement, le dernier cas, c'est Sarah Silverman. Le juge lui dit, mais en fait, vous hallucinez complètement. Il y a pas, on ne peut pas dire que dans le modèle de langage Lama, on retrouve vos bouquins. Et pourtant, en fait, parce qu'en fait, on ne peut pas retrouver les sources, on peut rien, tu vois, on peut pas extraire tout ça. Et Ouais. pourtant, en fait, quand ils ont fait leurs recherches, ils ont trouvé, en fait, ils ont réussi à reproduire, en fait, un certain nombre euh, de textes qui sonnaient comme Sarah Silverman. Ouais. Donc, ça veut bien dire qu'il en a conscience. Enfin, il a pas conscience parce que c'est un programme, désolé, Pas de mais conscience, mais il les avait en mais il source. sait quoi. Enfin, Ouais. il a la connaissance, voilà. Il a la base en connaissance. Donc, c'est diffus, c'est pas traçable, mais c'est là. Donc je pense que cette histoire-là de copyright, déjà, elle va poser gros problème. Et puis on voit bien que d'ailleurs, ça suscite un certain nombre de réactions parce il y a Yann Lequin là, qui s'exprimait dans les Échos qui disait, bon, de toute façon, le copyright va poser beaucoup de problèmes, en grosso modo, peut poser problème à l'IA. Et puis la suite du raisonnement, c'était moi, je considère que l'IA, c'est bien. Donc, grosso modo, il faut supprimer le copyright quoi, pour que l'IA puisse survivre. On voit que il y a un certain nombre de cabinets
d'investisseurs qui commencent à avoir un petit peu peur parce que ils voient que cette histoire du copyright, elle est là, quoi. Et que, en fait, si jamais les boîtes qui ont utilisé un peu les contenus sans demander d'autorisation se retrouvent vraiment sur le grill judiciaire, en fait, leurs investissements ne vont pas valoir grand-chose. Donc, il y a une vraie bataille qui s'engage là-dessus. Donc, certainement que sur le plan légal et législatif, en fait, il y a ce sujet-là. Après, il y a toute la question, pareil, on revient sur la question des biais, des problématiques de droit du travail, etc., qui sont générées dans le sillage, en fait, de l'IA, qui ne sont pas du tout adressées ni par les AI Act, ni par l'executive order de Biden, ni par aucun autre texte. Bon, voilà, on va dire que c'est conforme, en fait, au lobbying de certaines boîtes, quoi. De certaines boîtes, exactement. Donc, sujet encore ouvert, encore à traiter, mais je trouvais ça quand même intéressant de se dire, voilà, comment s'emparer de la législation peut s'emparer de ça, alors que ça bouge si vite, et la vérité d'une semaine n'est absolument pas celle de la semaine suivante. Donc, je trouvais ça, voilà, un peu, pas vertigineux, mais je me dis, voilà, il y a un vrai décalage, en tout cas, parce que ça bouge tellement vite. On arrive au bout de cet épisode. Alors peut-être on aura l'occasion d'en refaire, Gérald, parce que tu suis ça bien et ce sera toujours intéressant de voir un peu des points de vue, ton point de vue. Est-ce que, et probablement lié à l'IA, est-ce que tu as un truc cool à nous suggérer? Est-ce que tu as vu passer quelque chose de cool, de vraiment bluffant? Alors je dis autour de l'IA parce qu'on parle de ça, mais si c'est autre chose, t'es évidemment le bienvenu de me citer ce que tu veux. Alors ça, c'est vraiment la question piège de fin de podcast. De fin de podcast. Non, mais j'avoue que c'est vrai que tout ce secteur-là de l'IA offre à peu près 25 000 infos à la seconde et il y a beaucoup de choses très cool au premier abord. Quand on regarde ça, c'est vrai que parfois ça participe un peu de la magie. Je dis Pika, moi ça me fait halluciner. Je me dis en termes d'animation, je trouve que c'est fluide. Je me dis, si on met des photos réalistes là-dedans, qu'est-ce que ça peut donner? J'imagine les reportages photos qu'on peut refaire vivre à nouveau avec du mouvement, avec une histoire racontée par-dessus. Donc en fait, c'est pas tellement un objet en particulier que je trouve cool. C'est on va dire, s'il n'y avait pas toutes les problématiques qui sont liées à l'IA, et qu'on pourrait peut-être résoudre, et que j'espère qu'un jour on arrivera à résoudre, là pour le coup, il y a peut-être sur le plan de la créativité, je trouve que ça ouvre des portes. Mais, mais voilà. Mais ça me va bien comme réponse, et tu as raison de le dire. Oui, il y a plein de sujets et ça pose plein de questions, notamment dans les médias, mais quand même, cet essor de technologie, c'est cool. Il faut le dire, sur la créativité, sur tout ce que ça sort, on a l'impression de vivre un truc de dingue quand même, de vraie disruption. Ça ouvre une porte, créative qui est indéniable. Quand tu vois, je vois des graphistes, des designers qui utilisent ça là pour le coup à des dessins vraiment de production, de contenu vraiment qui sortent de l'imaginaire. Là, je trouve que ça les aide vraiment à aller encore un peu plus loin, à développer des univers très particuliers quand ils savent l'utiliser. Voilà. Et quand ils savent pas l'utiliser, ils peuvent apprendre. Après, c'est la dimension un peu économique qui me pose problème, mais sur l'artisan, lui, il va toujours trouver quelque chose à gratter et à trouver intéressant, en fait. Et c'est ça, en fait, si je me place du point de vue de l'artisan, c'est vraiment ça, c'est aller chercher un peu là où on peut gratter de la créa à la fin, quoi. Exactement. Top. Écoute, merci beaucoup Gérald d'avoir partagé un peu de ton temps, de ta veille, tes pensées, tes réflexions sur ce sujet. On peut te suivre où? Sur LinkedIn principalement? Sur LinkedIn, sur Twitter, j'y suis encore. Sur Blue Sky, je viens d'y arriver. Et sur la newsletter synthmedia, synth media.fr. Voilà. Allez-y, abonnez-vous, suivez ce que fait Gérald, il est toujours quand même bien informé. Encore une fois, merci beaucoup Gérald, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.